Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Elisabeth Borne s'installe donc à Matignon en remplacement de Jean Castex. Dans la masse de symboles ou de messages que représente toujours la nomination d'un nouveau Premier ministre, qu'est-ce qui vous semble à vous le plus significatif dans ce choix d'Emmanuel Macron ? Le plus significatif, c'est tout de même qu'il honore la promesse qu'il avait faite lors de la victoire de 2017, à savoir de nommer une première ministre, une femme. Il faut tout de même rappeler que ça faisait plus de 30 ans qu'il n'y avait jamais eu de femme à Matignon, la dernière étant Édith Cresson, et ça avait donné, même quand on compare la France aux autres démocraties européennes, une image du personnel politique français qui au fond était très peu sensible à la question féminine. Ça y est, cette fois-ci, j'allais dire, ça va devenir peut-être une habitude qu'il y ait ou que l'on considère qu'une femme peut prétendre en effet à Matignon. Donc ça, c'est l'aspect essentiel. Pour le reste, on ne peut pas dire que ça soit une candidature de rupture ou de nouveauté. Or, Dieu sait si, depuis des semaines, le président a dit qu'il y aurait une méthode nouvelle, un président nouveau, davantage d'horizontalité dans un système qui est resté très jupitérien, très vertical. Il a pris beaucoup de temps pour chercher. Il a pris beaucoup de temps pour chercher et à la fin des 3 semaines, on a la personne que l'on pressentait au début des 3 semaines. Donc on se dit c'est beaucoup de temps en effet, et beaucoup de l'heure pendant 3 semaines pour arriver au résultat qui était le résultat qu'il avait peut-être, et peut-être même certainement, en tête il y a 3 semaines. Il nomme d'autre part une fidèle. C'est véritablement quelqu'un du premier cercle, du cœur de la Macronie. C'est un poids lourd du gouvernement sortant. C'est une élite à la française aussi. C'est une femme qui a fait les grandes écoles, etc. Polytechnicienne, pas énarque, ça a une importance. Polytechnicienne, pas énarque. Non, il faut le noter parce que dans les élites, d'habitude, ce sont les élites plutôt... c'est l'énarchie, comme on dit, qui d'habitude est privilégiée. Cette fois-ci, en effet, ponts et chaussées, Polytechnique, c'est un profil différent. Elle est ingénieure des ponts et chaussées. Il y a un aspect technicien que l'on connaissait assez peu à ce niveau-là dans le personnel politique français. On a traversé beaucoup de controverses scientifiques ces 2-3 dernières années avec la Covid. Le fait d'avoir une polytechnicienne, ça peut être un facteur ou avoir un intérêt de ce point de vue-là ? Du moins, ça change un peu une culture dominante, qui est la culture, en effet, de ces spécialistes de l'appareil d'État. Même si, quand vous regardez l'itinéraire de Madame Borne, c'est quelqu'un qui a beaucoup fréquenté les cabinets de gauche, Jacques Lang, Lionel Jospin. C'est quelqu'un également qui connaît très bien la haute administration. Elle a été préfète de la région Poitou-Charentes. Donc voilà, elle a un pédigré qui est un pédigré complet. Alors, certains saluent donc la nomination d'une femme à Matignon. D'autres déplorent qu'on réduise Elisabeth Borne à cette caractéristique. Elle-même a semblé se ranger plutôt dans le premier camp puisqu'elle a dédié hier soir sa nomination à toutes les petites filles en leur disant « allez au bout de vos rêves ». Est-ce que c'est une dimension à laquelle les Français sont sensibles et si oui, est-ce qu'ils vont le rester très longtemps ? Ils sont sensibles à cela. Je crois que l'opinion publique aujourd'hui considère en effet que les droits des femmes, ce n'est pas simplement un discours, qu'il faut enfin passer des discours à la pratique. Et on voit que les Français, par exemple, ont soutenu la législation sur la parité, qu'ils sont certainement sensibles à ce que maintenant, de manière régulière, on le voit dans les présidentielles, il y ait à un haut niveau des candidates en nombre égal ou en nombre suffisamment significatif par rapport aux candidats. Donc là, je crois qu'il y a un soutien de l'opinion publique, mais ça ne suffira pas. De là à lui accorder un état de grâce qui durera. De toute façon, il n'y a plus d'état de grâce. On le voit avec le président qui est déjà impopulaire alors qu'il vient d'être élu et il en sera, hélas, de même très rapidement pour un Premier ministre ou une Première ministre dès qu'elle commencera à prendre des décisions. Cette nomination, elle doit servir à quoi pour Emmanuel Macron ? À répondre aux résultats de la présidentielle, à doter la majorité d'un général pour mener la bataille des législatives ou finalement à lancer vraiment son deuxième mandat. On a l'impression qu'il n'a pas vraiment débuté jusqu'ici. Il faut en effet, ce deuxième mandat est très étrange parce qu'on ne le sent pas pour l'instant, alors qu'il y a eu des effets d'annonce. Un président nouveau, c'est fort, un homme qui vous dit « je serai un président nouveau, avec une méthode nouvelle ». Et là, c'est vrai que la nouveauté, sauf le genre,
de la personne qui rentre à Matignon, la nouveauté n'est pas évidente. Parce que ça reste un Premier ministre ou une Première ministre qui s'inscrit tout à fait dans le système de pouvoir que privilégie Emmanuel Macron, c'est-à-dire un système extrêmement présidentialisé, un système où le Premier ministre est dans la main du président de la République, et en cela, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Il a choisi une certaine forme de tranquillité politique plutôt qu'un geste spectaculaire. Oui. Et peut-être que l'hésitation pendant 3 semaines, c'est cela, chercher la personne rare qui aurait pu être à la fois nouvelle tout en étant extrêmement fidèle au président. Il n'a pas trouvé ce mouton à 5 pattes et voilà, il est revenu à quelque chose de relativement classique, sachant pourtant que les défis de la présidentielle sont des défis majeurs. Parce que face au président, au fond, on a quoi? On n'a pas une opposition, on a des oppositions, et les principales oppositions sont des oppositions radicales. Au fond, s'il y avait un terme à privilégier aujourd'hui, c'est la radicalité. Face à Macron, il y a beaucoup de radicalité. Est-ce que Mme Borne est à la hauteur du défi? Justement, on décrit son profil comme étant sage, sérieux, sévère parfois. Est-ce que ça peut permettre de contrer les tribuns qui ont enregistré d'excellents scores à la présidentielle, Marine Le Pen d'une part, Jean-Luc Mélenchon de l'autre, qui ont de grandes ambitions pour les législatives? Là, je crois que le côté sévère, le côté l'a montré lors de la réforme de la SNCF, lors de la réforme de l'assurance chômage, c'est quelqu'un qui connaît bien ses dossiers, qui maîtrise bien ses affaires. Ça, c'est un plus. Il ne faut pas croire que les Français ont envie d'amuseurs publics. Ça, je ne le crois pas, même s'ils peuvent de temps en temps céder à de grands démagogues. On le voit avec Jean-Luc Mélenchon, pour les jeunes, qui sont apparemment très séduits par ce personnage. Donc ça, le sérieux de Mme Borne, c'est plutôt un avantage. Mais quand on est dans une position de Premier ministre, il faut plus que le sérieux. On l'avait vu avec Jean Castex. Jean Castex avait une réputation en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Sarkozy d'homme de dossier, de sérieux. Au début, il a été beaucoup brocardé, puis peu à peu, il a pris du poids politique. Ça va être, dans le processus des mois qui viennent, un axe essentiel pour que Mme Borne existe. Parce que Emmanuel Macron a besoin d'être protégé. On le voit, il est déjà impopulaire dans tous les sondages d'opinion. Il a besoin, comme on dit dans le système de la Ve République, d'un fusible. Et il faudra que Mme Borne le protège, donc qu'elle prenne, j'allais dire, un peu d'étoffe. Plusieurs noms ont circulé pour Matignon jusqu'à la veille de cette nomination. L'élu rémoise de droite Catherine Vautrin a, semble-t-il, eu les faveurs du président jusqu'au dernier moment. On a même entendu parler de refus, je pense par exemple à Véronique Bédag ou Valérie Rabault. Est-ce que tout ça n'affaiblit pas Elisabeth Borne avant même qu'elle prenne ses fonctions? Ça ne donne pas l'impression d'un choix par défaut ou par élimination plutôt que par conviction? Oui, ce processus un peu itératif n'est pas un processus en effet qui aide, j'allais dire, à la prise de poids politique d'Elisabeth Borne. On a l'impression que le président a... Alors c'est difficile de le savoir. Est-ce qu'il avait en tête d'autres schémas qui n'ont pas pu être accomplis, ou est-ce qu'il a pratiqué... C'est un grand communicateur, le président de la République. Ballon d'essai, on Il teste. y a eu des leurres. On a essayé un peu à droite avec Mme Vautrin, on a essayé un peu à gauche avec Marisol Touraine, et puis à la fin des fins, on revient, j'allais dire, au cœur de la Macronie. Elisabeth Borne n'a jamais été élue jusqu'ici, elle ne s'est jamais présentée. Est-ce que c'est un handicap pour elle qui doit incarner, on en parlait, une nouvelle méthode faite de dialogue avec les corps intermédiaires, avec les territoires aussi? Alors elle a à la fois une force et des faiblesses. La force, c'est qu'elle a l'habitude des partenaires sociaux. Elle les connaît, elle les a pratiqués. Donc ces corps intermédiaires-là, elle a un plus. En revanche, les corps intermédiaires très importants que sont les collectivités locales, l'expérience de l'élu local, elle ne l'a pas, elle ne l'a pas du tout. Or, c'est un point faible constant de la Macronie depuis 2017. Là, il n'est pas traité. Voilà. Non, là, il n'est pas traité. On l'avait vu dans la campagne, on n'a jamais parlé de décentralisation et ça continue quelque part. Alors, pas élue, mais Elisabeth Borne doit se présenter aux législatives de juin dans le Calvados. C'est une prise de risque pour Emmanuel Macron de nommer quelqu'un qui doit affronter le suffrage universel dans même pas un mois? Le suffrage universel, ça peut réserver toujours des surprises, bien que la circonscription qui lui est allouée... Elle est plutôt favorable, voilà, elle est plutôt favorable. des résultats de la présidentielle.
Un dernier mot sur un autre sujet, polémique depuis plusieurs jours et vote hier au conseil municipal de Grenoble sur l'autorisation du burkini dans les piscines municipales à l'initiative du maire écolo Éric Piolle. Finalement, toute cette polémique et toute l'attention portée à ce sujet, ça peut servir qui ? Alors, si vous voulez, là, je crois qu'en revanche, l'opinion publique est dubitative. On l'a vu pendant la campagne présidentielle. Les Français se demandent aujourd'hui, mais comment, dans une société extrêmement fracturée et divisée, on fait France, ensemble? Et comment, en particulier, les communautés acceptent de s'intégrer dans l'ensemble national. Et là, toutes ces histoires qui ont eu lieu, alors on a l'impression que Grenoble focalise tout, les histoires de Sciences Po Grenoble, les histoires du burkini dans les piscines municipales à Grenoble, le caractère un peu provocateur de M. Éric Piolle, le maire de Grenoble, on a l'impression que tout se concentre à Grenoble, mais c'est très symptomatique d'une logique qui consiste à voir avant tout les différences dans le corps social français, à privilégier une approche communautaire plutôt qu'une approche nationale. Et là, est-ce que ça peut jouer en faveur de la droite ou de l'extrême droite qui dénonce une alliance islamo-gauchiste depuis que Jean-Luc Mélenchon a mis la main sur l'ensemble de la gauche ? Je crois que toute une partie, en particulier de l'électorat de gauche, refuse cette dérive. Incarnée par la France Insoumise, incarnée assez souvent par Europe Écologie Les Verts, et que dans la fracture qui existe dans la gauche française, parce qu'on dit union de la gauche, je ne vois pas très bien où est l'union de la gauche, d'abord parce qu'il y aura plusieurs groupes. L'union électorale en tout cas. Voilà, l'union électorale, elle sera extrêmement éphémère, et on voit se mettre en place toute une série de candidats, en particulier socialistes, radicaux de gauche, qui refusent d'entrer dans cette fameuse NUPES, soi-disant une union de la gauche, qui est plus qu'une union de la gauche, c'est une union avec la gauche de la gauche, avec l'extrême gauche. Donc il s'agit d'autre chose. Et là, on voit bien que toute une partie de socialistes refuse et qu'il y aura une partie sensible de l'électorat de gauche qui préférera voter radical de gauche socialiste que NUPES. Et on l'a vu, y compris au sein même de ce conseil municipal, dont la majorité s'est divisée sur la question. Merci beaucoup, Pascal Perrineau.